Bonjour. Alors aujourd'hui, pour faire la suite de nos webinaires sur l'intervention à distance, on a Portage. Donc Sébastien Fortier de Portage qui va être avec nous pour répondre à quelques questions qui ont suscité beaucoup de curiosité en fait, parce que Portage a une expérience en ce moment de l'intervention à distance. Donc, bienvenue. Merci beaucoup Sébastien d'être avec nous pour répondre à ces questions que les gens ont demandées en grand nombre. Ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Donc, comme pour les autres panélistes, on avait des questions qui ont été posées à l'ensemble des participants. Portage avait quand même donné des éléments de réponse pendant le webinaire qu'on pourra peut-être rappeler aux gens, pour les gens qui n'ont pas participé au webinaire ou pour qui c'est loin un petit peu. Donc, je vais commencer par les questions qui ont été posées pour tous. Puis ensuite, je vais y aller avec les questions un petit peu plus spécifiques. Parfait. Donc, les gens étaient beaucoup intéressés à connaître un peu les avantages et les inconvénients. On sait qu'il y a peut-être beaucoup d'inconvénients. Il y a probablement aussi des avantages de faire de l'intervention à distance. Donc, ce serait quoi pour toi les principaux avantages et inconvénients? Bien, on va commencer par les avantages. Bon, c'est sûr que si on n'avait pas eu Zoom, nous, on aurait eu à interrompre complètement tous nos services de rencontres de soutien en externe. Donc, ce qui aurait été, bon, je pense, assez dramatique là, parce qu'on fait quand même affaire avec une clientèle là, assez vulnérable, d'autant plus dans le contexte social actuel. Donc, assez rapidement, on trouvait ça important de trouver une façon de maintenir les gens en contact. Donc, je pense que le principal avantage, c'est vraiment ça, c'est d'avoir pu maintenir nos services euh, autrement. Donc, dans le fond, ça s'est avéré une alternative là, pour maintenir nos services actifs en dépit des restrictions de distanciation physique et sociale. D'autres avantages collatéraux, si je peux m'exprimer ainsi, c'est que ça nous a permis de rejoindre des gens qui auparavant ne pouvaient pas se déplacer, participer aux rencontres en présentiel, principalement pour des raisons de limite de déplacement ou des problèmes de santé qui faisaient que ce n'était pas possible pour eux. Donc, à ce moment-là, ils ont juste à rester dans le confort de leur foyer et se connecter, participer à la rencontre. Ça nous a aussi permis de bonifier notre offre de services de soutien externe parce que c'est tellement simple et facile d'organiser une rencontre que nous, ça nous a permis d'augmenter la fréquence de nos rencontres, surtout pour les usagers en post-cure. Donc, les usagers en post-cure, c'est ceux qui ont terminé la période de la phase résidentielle et qu'on continue à suivre là, une fois qu'ils sont dans leur cheminement en réinsertion sociale. Quand même, ça fait des bons avantages. Oui. Ben, je pense que ça a aussi permis d'offrir aux gens un espace là, pour pouvoir s'exprimer sur cette situation-là. Je pense que ça a surpris tout le monde, ça l'a bousculé tout le monde. Donc, ça l'a permis aussi, surtout au début, là, de pouvoir échanger là, sur comment tout le monde vivait cette situation-là. Poser aussi des questions, surtout au niveau des parents et les membres de l'entourage. Poser des questions sur comment est-ce qu'on gérait la crise à l'interne, donc dans nos centres résidentiels. Il y avait beaucoup de questions à ce niveau-là. Puis, ben, également, ça a donné l'opportunité là, aux gens qui participaient de façon régulière de pouvoir se revoir et de se donner des nouvelles. Fait que je dirais que c'est, en termes d'avantages, là, c'est principalement ce qu'on a pu observer. En termes de... Je parle plus de peut-être de limites et de défis. Il y en a quand même plusieurs. Hein? C'est quand même une nouvelle technologie. Il n'y a pas tout le monde qui est nécessairement à l'aise avec cette technologie-là. Il n'y a pas nécessairement non plus tout le monde qui a le matériel nécessaire pour y accéder. On a essayé de faire des compromis, mais on s'est rendu compte que ça affectait déjà une expérience qui était moindre qu'une rencontre là, en présence, qui est beaucoup plus riche, veux pas, en termes d'échange, en termes de présence, tout ça.
Dans les limites, je mentionnerais l'incapacité de rassembler tout le monde, donc ce qui inclut justement les personnes qui n'ont pas accès soit à Internet ou qui ne sont pas habiles avec cette technologie-là, qui n'ont pas nécessairement les connaissances pour se connecter. Bon, on a beau faire du soutien à distance, il y en a qui sont vraiment, vraiment pas à l'aise. Peut-être les gens qui sont moins habiles avec la technologie en partant, là. Étant donné que dans notre code de vie, nous, ça a été super important de s'assurer que les gens participent à la rencontre dans un endroit privé, confidentiel, pour assurer justement la sécurité des partages. Il y a des gens qui ne sont pas en mesure de pouvoir assurer ce genre d'environnement-là. Donc, ça fait partie des limites. Une autre limite en termes d'intervenants, c'est qu'on a très peu de contrôle sur les réactions des gens à distance. Il faut penser à des plans B. Il faut penser à aussi réfléchir sur des scénarios de gestion d'urgence. Exemple, s'il y a quelqu'un qui, dans une rencontre, se présente en état de consommation, exprime des idées suicidaires ou un autre comportement qui est inquiétant, il faut être capable d'intervenir immédiatement tout en essayant de ne pas trop affecter le groupe. Il faut prévoir là, des choses comme ça. Parce que, bon, c'est sûr que si on était en présentiel, on a beaucoup plus de contrôle pour assurer la sécurité des gens. Comme les participants et les participantes sont à distance, il faut réfléchir à tout ça là, pour s'assurer qu'on assure en tout cas, un minimum de sécurité. Une autre limite, je le mentionnais un peu brièvement, c'est sûr que c'est quand même revenu souvent. Là, nous, on est actuellement dans une période où on fait l'évaluation des services de soutien externe en virtuel. Puis ce qui est revenu souvent, c'est évidemment que oui, ça dépanne, oui, ça permet aux gens de communiquer ensemble, mais ça ne remplace vraiment pas l'expérience d'une rencontre en présentiel. Puis je dirais que plus le temps passe, plus les gens sont un peu fatigués là, de faire des rencontres seulement par Zoom, surtout au niveau des usagers là, en post-cure. Puis d'ailleurs, on a recommencé progressivement là, à faire des rencontres en présentiel parce qu'on trouvait là, que le service à distance répondait pas pleinement aux besoins là, des usagers quand c'était possible. Donc, on n'a pas recommencé dans tous nos centres. On le fait où est-ce que les locaux nous le permettaient. Par Zoom aussi, une autre limite, c'est, bon, étant donné que ça se fait par écran, ça demande quand même une attention soutenue. Moi, personnellement, j'anime le groupe de soutien à l'entourage pour les membres de l'entourage du programme adulte du Lac Éco. Et dans mon groupe, on s'est entendu qu'1h30, c'était pas mal le délai maximal, la durée maximale pour la rencontre. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui font aussi des rencontres, des vidéoconférences par Zoom pour leur travail. Donc, des fois, là, quand venait le temps de faire notre rencontre à nous, des fois, c'était leur 4e, leur 5e rencontre. Donc, 2 heures, c'était un petit peu trop. Puis, faut penser aussi, je pense, à un nombre de participants maximal parce que plus il y a de gens, plus il y a d'informations à gérer, plus il y a comment je dirais ça, d'écran à regarder, surtout pour l'animateur, là, qu'il faut qu'il gauge un peu les réactions d'un peu tout le monde. Donc, c'est sûr qu'au-delà, je dirais, de 12, là, ça commence à être un défi. Une autre limite, c'est la qualité de connexion. Il y en a pour qui c'est difficile de maintenir une connexion soutenue. Je dirais plus avec les cellulaires. Il y en a qu'on perd quelques minutes. Il y en a que, tout d'un coup, ils n'ont plus d'image. Des fois, ça déconnecte, ça reconnecte. Donc, ça peut être difficile. Des fois, il y a des lags aussi.
De façon générale, ça n'empêche pas la compréhension du partage, mais des fois, oui. Donc, il y a des petits moments comme ça. Voilà. Puis, au niveau aussi des défis un petit peu plus cliniques, je mentionnerai rapidement que la fluidité des échanges, des fois, ça peut être difficile de maintenir comme un flow. La gestion des silences aussi, il y a des intervenants qui sont comme vraiment mal à l'aise avec les silences. C'est pas nécessairement évident de savoir c'est-tu un silence, la personne est-tu émotive, c'est-tu parce que sa connexion Internet est en train de ralentir. Donc, ça, c'est vraiment pas évident. Il y a aussi la notion de gestion des micros. Donc, quand on laisse les micros ouverts, des fois, il y a beaucoup de sons en background qui peut affecter l'écoute. Mais en même temps, bon, de muter tout le monde, justement, ça affecte aussi une interaction un petit peu plus directe. Donc, il faut trouver un peu sa zone de confort. Moi, au départ, je mutais tout le monde au départ de la rencontre, mais on s'est rendu compte qu'avec le temps, ben, on était quand même capable de se discipliner. Bon, s'il y avait des gens qui avaient, mettons, des chiens ou qui avaient du bruit de fond, ben, à ce moment-là, on les mutait temporairement, mais les autres, on les laissait sans être mutés, ce qui permettait une meilleure interaction. Mais encore là, des fois, ça arrive qu'il y a deux personnes qui vont répondre en même temps ou bon. Mais bon, somme toute, ça se gère bien. Un autre enjeu, c'est le bilinguisme. Bon, ça, c'est pas propre à Zoom, mais quand même, ça alourdit, veut pas, les interactions quand on a des personnes qui sont unilingues dans le groupe, donc qu'il faut gérer une traduction. Et un autre défi, ben, c'est ça, comme je disais au départ, moi j'ai essayé d'être le plus inclusif, d'essayer d'amener des personnes à participer aux rencontres par téléphone ou par audio seulement, mais ça crée un malaise. C'est des commentaires qui ont été reçus dans les questionnaires d'évaluation. Et moi, j'ai fait le choix, là, justement, que suite à ces commentaires-là, de permettre, dans le fond, la rencontre seulement aux gens avec qui on a un visuel et qu'on a l'audio pour justement permettre une équité un petit peu plus grande. C'est sûr que les gens qui ne peuvent pas participer sur Zoom avec le vidéo, ben, je me rends plus disponible pour un soutien individuel. Mais pour la qualité là, de l'interaction, ça a été un compromis à faire là, pour assurer que les gens étaient à l'aise là, de participer. Plus pour les gros, autres ça fait pas participants, mal le le tour. malaise? Comment? Plus pour les autres participants, le malaise, quand quelqu'un n'a pas de vidéo, par exemple? Oui, bien, c'est surtout les gens qui participaient avec une vidéo qui m'ont fait part que eux, le fait qu'il y avait des gens qu'on ne voyait pas, ben, ça les rendait pas nécessairement à l'aise d'être là, de participer, que ça affectait aussi, veut pas, la fluidité des interactions. C'est sûr que dans ces cas-là, l'animateur a un rôle plus actif, là, de ne pas oublier la personne qui est au téléphone. Mais le son n'est pas nécessairement bon. Puis le fait de ne pas voir aussi là, le langage non verbal qui est déjà beaucoup atténué par la caméra, de ne pas avoir du tout d'indication visuelle, ça rend certaines personnes inconfortables de partager des choses qui sont, veut pas nécessairement évidentes à partager tout le temps. Donc, voilà. Wow, c'est un super tour d'horizon qui va parler à beaucoup de gens, je pense. Il y a beaucoup d'éléments qui ressortent quand on voit l'inaccès des gens qui n'ont pas accès à Internet, qui n'ont pas d'ordinateur, pas de téléphone. Beaucoup d'intervenants se disent, il me semble que ça nous prendrait un centre à Montréal où les gens peuvent aller avec des petits cubicules de façon anonyme, avoir accès à un ordinateur de façon anonyme. Je pense que ça va devenir un besoin de base là, dans nos services si on reste un moment avec cette façon de fonctionner-là. Bien, à ce niveau-là, ce matin, un peu par hasard, j'ai vu que le CEDA, un des organismes communautaires de Pointe-Saint-Charles, juste à côté là, d'un de nos programmes,
il offrait justement un accès à un ordinateur. Donc, je pense que c'est quand même possible là, par l'entremise d'organismes communautaires là, d'être capable là, de se brancher. Mais il y a encore la notion, est-ce que c'est confidentiel? Est-ce que la personne est dans un environnement où elle peut assurer la confidentialité des partages? Je ne suis pas sûr. Il faudrait que ce soit très, très isolé. Exactement. Bétonné, oui. Ben, merci beaucoup. Puis, ben, pour la prochaine question, on est un peu rentré dans le sujet. C'est un des gros enjeux, la question justement de la confidentialité. Ça fait le pont avec la prochaine question. Vous aviez parlé beaucoup de cette question-là pendant le webinaire et vous avez vraiment pris à cœur, en fait, la confidentialité des rencontres, même que vous avez fait une entente avec Zoom. Donc là, les gens se sont mis à poser plein de questions par rapport à ça. Okay, comment est-ce qu'on fait pour faire une entente avec la plateforme? Ils voulaient savoir un petit peu le processus. Est-ce que vous les avez contactés directement? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est fastidieux ou si ça se fait assez rapidement? Mm-hmm. En fait, de la façon que ça a fonctionné, nous, quand la pandémie a comme éclaté, on travaillait déjà, ça faisait probablement même plus qu'un an qu'on travaillait pour trouver justement une technologie qui nous permettrait de contacter les gens qui sont en région, qui ne pouvaient pas justement se déplacer pour participer aux rencontres qui sont, veut pas, plus dans les centres urbains. Donc, on avait on avait déjà entamé plusieurs discussions là, au niveau légal, au niveau technique, au niveau clinique. Donc, quand ça s'est arrivé, on ne partait pas de zéro. On ne s'était quand même pas positionné sur le choix d'une plateforme à ce niveau-là, jusqu'à dans ce processus-là, si on veut. Mais c'est devenu assez clair là, rapidement qu'on voulait trouver une plateforme. Mais au départ, on ne savait pas trop quel niveau de risque est-ce qu'on prenait. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'informations non plus. On a choisi Zoom parce qu'on trouvait que c'était la plateforme qui était la plus facile d'utilisation. Comme je disais, c'était au début, donc on n'avait pas nécessairement encore beaucoup d'informations. Le Zoom bombing, c'était pas encore dans l'actualité. Donc, c'est ça, on y allait un peu à tâtons. Puis, au niveau de la confidentialité, nous, c'était vraiment un cheval de bataille. C'était vraiment prioritaire pour nous là, d'assurer un minimum à ce niveau-là pour aller de l'avant. Comme on ne pouvait pas assurer, comment je dirais ça, la sécurité optimale, à ce moment-là, il a été par transparence. On a invité les gens, dans le fond, à consentir qu'il y avait probablement un niveau de risque à utiliser la plateforme, mais que dans les circonstances exceptionnelles de la crise sanitaire, dans le fond, qu'on remettait la décision dans les mains des participants, à savoir s'ils veulent participer ou pas. Fait que ça, c'était dans les premières semaines. Dans l'actualité, il y a eu beaucoup de situations qui ont été rapportées. Okay. Dans cet espace-là, dans le fond de temps, le directeur, là, le chef de service du département des services informatiques a contacté directement Zoom pour justement avoir plus d'informations, savoir justement où transitait l'information au niveau des serveurs. Nous, ce qu'on voulait, c'est que l'information reste au Canada. On ne voulait pas que l'information se rende dans les serveurs des États-Unis. Donc, je pourrais là, répondre plus spécifiquement à ça. Il y a quand même un lien que je pourrais inviter les gens à aller voir, là, qui donne vraiment plus d'informations techniques. Oui. Mais ce que je pourrais dire, dans le fond, c'est qu'on a quand même pris des mesures avant même d'avoir cette entente-là pour optimiser la sécurité des rencontres. Donc, notamment pour prévenir, justement, comme je disais, le fameux phénomène de Zoom bombing, là, qui était, dans le fond, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est dans le fond
c'est l'infiltration involontaire de personnes lors de vidéoconférences qui souvent vont comme comment je dirais ça, qui n'ont pas nécessairement des intentions très bienveillantes, puis qui vont proposer un contenu qui serait indésirable. Donc, ce qu'on a fait pour prévenir ça, hein, c'est quand même bien résumé. Donc, pour prévenir ça, dans le fond, nous, on utilise une combinaison d'identification et de mot de passe unique à chaque vidéoconférence. Okay. On active également une salle d'attente, ce qui amène l'animateur à valider individuellement l'identité de chaque participant qui peut accéder à la rencontre. Mm-hmm. Et on a aussi une option de verrouillage de la vidéoconférence. Donc, après une période de temps, là, ce qu'on suggère, c'est comme 15 minutes après le début de la rencontre. Bien, à ce moment-là, il n'y a plus personne qui peut se joindre. Donc, ça évite là, justement ce genre de situation-là. Oui, bien c'est ça. Puis aussi, on a pensé que c'était important aussi d'assurer la confidentialité puis l'anonymat de nos participants. Donc, pour ça, pour assurer la sécurité psychologique de nos participants, il y a d'autres mesures qui ont été prises pour assurer justement cet aspect-là. Donc, principalement, ce qu'on a mis en place, c'est que les invitations aux vidéoconférences qui sont envoyées par courriel sont envoyées en copie conforme et invisible. Okay. Donc, les différents participants n'ont pas les courriels des autres participants. Ouais. Donc, ça, on trouvait ça super important parce que ce n'est pas nécessairement non plus... il ne faut pas prendre pour acquis que parce qu'on envoie une invitation que la personne va nécessairement y participer. Donc, on trouvait qu'il y avait des enjeux là, justement de confidentialité par rapport à nos services. Et je l'ai mentionné un peu plus tôt rapidement. On voulait également s'assurer que les gens étaient dans un environnement adéquat et propice à la protection de la confidentialité. Donc, ce que ça veut dire, c'est dans notre code de vie maison, on a demandé aux gens de respecter qu'ils soient physiquement seuls dans une pièce, dans un environnement à l'intérieur, dans un environnement fermé et privé. Si jamais ils se retrouvaient, mettons, dans une maison, un appartement où il pourrait y avoir quelqu'un d'autre, bien, on demande aux gens d'avoir un casque d'écoute. Comme ça, si jamais il y a une personne externe qui pourrait entendre, bien, cette personne-là, elle pourrait entendre seulement ce que la personne présente, partage et non les autres partages là, à distance. Et pour justement s'assurer de ça, on n'a pas recommandé l'utilisation d'un fond d'écran virtuel parce qu'on ne peut pas voir s'il y a des gens qui se promènent autour ou si la personne n'est pas justement à l'extérieur ou dans une voiture. Donc ça n'a pas été recommandé. Au niveau aussi de l'identification des participants, on demande à ce que les gens s'affichent physiquement dans leur écran, seulement par leur prénom. Ça, des fois, c'est difficile pour certaines personnes là, parce qu'on dirait que leur nom est comme identifié automatiquement avec leur courriel. Donc, c'est à l'animateur, au moment d'activer l'accès à une personne, de s'assurer de modifier, dans le fond, son nom. Oui, on peut renommer... Oui, exactement. Donc, s'il y a un nom de famille, on l'enlève puis on met seulement le prénom. Ou des fois, les gens qui se connectent avec leur téléphone, des fois, ça va donner genre IS Galaxy ou iPhone 10. Donc, on met quand même le prénom pour que les gens puissent être capables de s'identifier puis se relancer aussi. Et on demande aux gens, dans les interactions plus verbales, de seulement mentionner leur prénom aussi. Donc, ça permet de diminuer, si on veut, les risques là, d'identifier la personne avec son nom de famille. Donc, ça diminue justement les risques de pouvoir l'identifier comme une personne unique, si on veut.
Et évidemment, on demande aux gens de préserver la confidentialité, l'identité et le contenu des partages à l'extérieur de la rencontre. Donc, ce qui se dit à la rencontre, on s'entend selon une entente, si on veut, implicite, de respecter la confidentialité. Okay. Donc, je pense que ça répond à la question. En termes de ce qui est peut-être plus spécifique à l'entente de Zoom, j'ai eu une information justement directement de la part de Pierre Drouin, la personne qui a contacté Zoom et qui a travaillé sur l'entente. Donc, je vais vous lire un peu là, ce qui m'a été fourni comme information. Donc, notre entente est une entente standard que Zoom propose aux établissements qui détiennent des informations personnelles de santé sur leur clientèle, qui s'appelle Personal Health Information. L'entente avec Zoom, c'est la HIPAA ou HIPAA, Business Associate Agreement, BAA. L'IPAA, c'est la loi américaine qui est l'équivalent des lois canadiennes en matière de confidentialité et de sécurité des informations personnelles en matière de santé. En Ontario, ils ont la PHIPA et au niveau fédéral canadien, il y a la PIPEDA, plus large que les soins de santé. Au Québec, il y a aussi des obligations équivalentes. Lorsqu'on signe une entente avec eux, ils mettent en place une configuration non modifiable d'options, activées ou désactivées selon. Alors, on peut voir le détail, malheureusement, c'est seulement en anglais. En suivant un lien, je pourrais vous envoyer le lien pour que les gens puissent y accéder directement. Et en plus, là, comme je mentionnais précédemment, on a mis en place des best practices là, que les utilisateurs doivent respecter, comme exemple, je ne vais pas trop me répéter, mais l'activation de la salle obligatoire, d'attente, l'obligation de toujours exiger un mot de passe, etc. Donc, des choses que j'ai déjà mentionnées. OK, donc ils ont déjà préparé, il y a déjà une entente qui existe. Il suffit de la trouver, en fait, de savoir ce qui correspond à nos besoins. De ce que j'ai compris, c'est l'entente qui est vraiment dédiée pour les services en matière de santé. De santé. Oui. OK, c'est vraiment intéressant. Très intéressant. Ouais. Puis, on voit qu'on est dans le compromis. Hein? On sait que c'est pas l'idéal, mais en même temps, c'est mieux que rien du tout. Puis, on doit composer avec. Et le plus important, c'est que les gens soient bien au courant, je pense, c'est ça, les limites, la possibilité mais qu'on limite le plus possible les risques par rapport à la confidentialité. Absolument. Bien, merci beaucoup pour ce premier volet des questions qui ont été posées pour tous. Je pense que c'est excessivement complet. Ça va faire réfléchir beaucoup les gens. Tant mieux. Donc, on a des petites questions qui ont été posées par les participants du webinaire sur l'intervention à distance, plus particulièrement à Portage, qui a une expérience, qui a une bonne expérience là, avec l'intervention à distance, qui a mis beaucoup de choses en place. Les gens se demandaient comment se sont développés les services de réinsertion socio-professionnelle à distance. Donc, ce volet-là en particulier, comment est-ce que ça a fonctionné? Oui, dans le fond, ce volet-là touche principalement notre programme MIR, qui s'appelle Mouvement d'intégration et de rétention en emploi. Donc, c'est vraiment un programme là, spécifique à la réinsertion socio-professionnelle. Donc, pour répondre à la question, j'ai fait appel à mon collègue qui est le chef de service de MIR, M. Hector Zambrano. Qui a également laissé ses coordonnées là, si jamais vous avez des questions pour aller plus loin, si jamais la réponse n'est pas pleinement satisfaisante. Donc, je vous lis ce qui m'a répondu en termes de ce qui a été fait pour adapter les services pour les rendre disponibles à distance pour la crise. Donc, les rencontres d'admission sont faites par téléphone et les rencontres sur place ont lieu avant l'admission. Donc, ce qu'ils ont fait à MIR, c'est qu'ils ont créé des capsules vidéo pour permettre des explications au niveau des sujets plus théoriques que les participants peuvent accéder, un peu comme la capsule qu'on fait actuellement.
Et dans ces capsules-là, il y a également des exercices qui ont été donnés en lien avec les différents sujets pour garder justement les participants actifs. Il y a des suivis individuels par téléphone et des rencontres en caseload via Zoom à toutes les semaines pour évaluer l'évolution des gens dans le programme. Donc, je ne sais pas si tout le monde comprend ce que ça veut dire, les rencontres en caseload, mais c'est nécessairement tous les usagers qui sont attribués à un intervenant X qui fait une rencontre en groupe avec l'ensemble des gens qui sont, dans le fond, dans sa charge de travail. MIR fait également des rencontres de groupe via Zoom tous les jours pour favoriser le développement des compétences psychosociales, la gestion des sentiments, la gestion du stress, l'habilité de communication, gestion de conflits. Donc, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'ils ont comme adapté des rencontres de groupe qu'ils faisaient en présentiel selon une formule à distance. Ils ont également créé des classes virtuelles sur la plateforme Google Classroom, ce qui permet à leurs participants d'avoir accès à tous les documents, vidéos, supports, et ce, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et d'aller à leur propre rythme malgré l'absence en présentiel. Ils ont également la capacité de faire passer des tests psychométriques à distance pour le côté choix professionnel et les résultats sont interprétés via téléphone avec le participant ou par vidéoconférence via Zoom. Ah, super. MIR reste également en contact avec les intervenants des autres organismes pour faire un plan d'action concerté avec les participants qui se trouvent dans des situations plus précaires. Et dans l'ensemble, dans le fond, ce que MIR nous communique, c'est que les services sont sensiblement demeurés les mêmes, mais l'intensité est un peu moindre, là, étant donné les circonstances de la crise sanitaire. Donc, si jamais il y a des gens qui veulent communiquer directement avec Hector Zambrano, chef de service, ils peuvent le faire en communiquant au 514-598-7474 au poste 2207. Et pour le courriel, c'est hazambrano@projetmir.com. Merci Voilà. beaucoup pour les informations, puis on les laissera aussi disponibles, on les rendra disponibles par écrit pour les gens. Merci beaucoup. Merci. Donc, prochaine petite question pour toi, Sébastien, par rapport au service de portage dans l'intervention à distance en lien avec la COVID qui nous est tombée dessus, qui nous a demandé de nous retourner sur un 180 degrés tout le monde. Les gens se demandaient l'admission mère-enfant pour les mamans qui viennent avec leurs enfants. Est-ce que vous poursuivez ce service-là en quarantaine? Est-ce que les mamans puis leurs enfants sont en quarantaine en arrivant? Comment ça se passe? Bon, là, c'est sûr qu'il y a un petit délai, je pense, entre le moment où la question a été posée et la situation d'aujourd'hui. Donc, les admissions aux mères-enfants, ils ont cessé temporairement quelques semaines quand la crise a explosé parce que, justement, il fallait prendre un recul et se questionner pour avoir des directives sanitaires adéquates et sécuritaires. On a quand même recommencé les admissions assez rapidement en impliquant une quatorzaine dans un des habitations communautaires dont on avait un appartement qui était libre, qui servait là, de zone là, tampon, si on veut. Donc ça a duré quelques semaines. À l'heure où on se parle, par contre, étant donné qu'on peut avoir accès à des tests de dépistage, là, il n'y a plus justement de quatorzaine à l'extérieur du centre. Tous les gens qui sont admis sont testés. Il y a quand même une unité là, qui a été gardée, qui a été réservée là, pour s'il y avait des inquiétudes à ce niveau-là. Mais étant donné que les gens sont testés puis qu'on a justement, on prend toutes les mesures aussi nécessaires, là, à ce moment-là, actuellement, les admissions mère-enfant se font directement au centre.
Ah, directement. Puis, est-ce qu'ils sont testés directement à leur arrivée ou un petit peu avant pour le petit délai d'une journée ou deux? Non, je pense que c'est la journée même. La journée même. Ah. Ouais. Heureusement qu'on commence à avoir des directives un petit peu plus claires, effectivement. Là. Au départ, c'était un peu le chaos. Alors que donc, ça se fait finalement. Oui. Génial. Donc, dernière petite question qui nous ont été posées par les participants du webinaire sur l'intervention à distance. Les gens sont beaucoup préoccupés par les personnes qui sont un peu plus mal pris, en fait, qui n'ont pas d'ordinateur, qui n'ont pas de téléphone. Ils se demandent comment est-ce qu'on fait pour réussir à les rejoindre, finalement, ces personnes-là. Oui, bien la question, dans le fond, je l'ai transmise à ma collègue qui est la coordonnatrice responsable des admissions. Et puis, ce qu'elle m'a fourni comme réponse, c'est assez simple. On fait exactement ce qu'on ferait avec quelqu'un qui n'a pas de téléphone, dans le fond. C'est-à-dire qu'on demanderait un numéro de contact d'urgence d'une personne dans son entourage et on prendrait rendez-vous téléphonique avec ces personnes-là pour avoir accès à la personne qui demande un service. Là. Donc, si jamais le contact d'urgence avait accès à Zoom ou Internet, à ce moment-là, on procéderait de la même façon. Donc, c'est assez simple, mais c'est efficace. Oui, simple et efficace, on aime ça. Une personne, ça pourrait aussi, j'imagine, être un organisme aussi, d'où la personne peut réussir à avoir accès finalement. Oui, absolument. Ouais. Mais merci pour cet élément de réponse. Plaisir. Donc, finalement, j'ai une question spontanée que je pose à l'ensemble des participants. En fait, je me demandais si demain matin, on enrayait la COVID n'existait plus, est-ce que Portage se dépêcherait à revenir à la façon de faire d'avant ou est-ce qu'il y a des acquis qu'on aimerait maintenir? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez changées sur le long terme, finalement? Bien, c'est une super bonne question parce que nous aussi, on s'est posé la même question. C'est venu également de nos usagers, surtout ceux qui participaient à titre d'usagers en post-cure, dans le fond, des anciens résidents qui sont maintenant là, dans le cheminement en réinsertion sociale. Parce qu'on s'est rendu compte que c'était plus difficile pour eux de partager leurs difficultés, ils se sentaient plus ou moins à l'aise non plus de se confier par Zoom. Bon, Zoom ne répondait pas optimalement, si on veut, à leurs besoins. Donc, on a eu de la pression à ce niveau-là. On a commencé à refaire des groupes en présentiel dans certains centres dont les locaux nous le permettaient. En parallèle, si on veut, nous, on a entamé, on est en plein dedans là, actuellement, un processus d'évaluation de satisfaction des services virtuels pour savoir justement ce qui est apprécié, de ce qui est moins apprécié. Et c'est des commentaires qui sont revenus dans le processus. Il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé de maintenir, ou en tout cas de garder l'option ouverte de maintenir les services virtuels même après que la pandémie soit derrière nous, principalement pour ceux et celles qui sont dans les régions éloignées et qui ne pouvaient pas accéder à nos services dans le passé. Donc, bon, on ne peut pas s'avancer pour l'instant, mais je pense qu'on a des bons indices de croire qu'on va probablement garder une version hybride là, dans le fond qu'on va ouvrir. On va continuer d'offrir des services en présentiel, évidemment, parce que c'est ce qui semble être le plus apprécié, mais de garder une option Zoom. En tout cas, c'est ce qu'on fait actuellement pour le programme de réinsertion sociale dans les Laurentides. Donc, on a ouvert un groupe en présentiel et on va maintenir un volet à distance également disponible. Puis, on va voir avec le temps comment ça évolue. Puis, on va également compléter là, notre exercice d'évaluation de satisfaction pour se positionner. Mais j'ai l'impression que ça s'enligne vers une version hybride. Vraiment intéressant d'avoir directement le pouls des gens, d'avoir été chercher ces éléments de réponse-là, faire des évaluations. Mais un énorme merci, Sébastien. C'est super détaillé, très éclairant, très concret. Donc, ça va aider beaucoup de gens dans leur piste de réflexion par rapport à leur propre milieu. Donc, merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.